Nous avons tendance à voir dans le monde d'aujourd'hui le résultat d'une longue évolution qui serait arrivée à son terme. Pourtant, le processus de l'évolution est toujours en marche et ne se résume pas à l'histoire d'un lointain passé peuplé de dinosaures ou d'hommes préhistoriques. Toutes les espèces vivantes, sans exception, continuent de se modifier, lentement, progressivement. C'est un cycle sans fin qui se poursuit de génération en génération. Les caractères génétiques et morphologiques se transforment, mais pas seulement. Les comportements changent eux aussi, car tout être vivant s'adapte en permanence au changement de son environnement. C'est le principe même de l'évolution en marche. Alexei Vereshchagin et Yulia Bragina sont éthologues, formés à l'université de Moscou. Cela fait plus de 15 ans qu'ils étudient le comportement de chiens très particuliers, et les chiens errants de Moscou. Dans cette ville, ces animaux font partie du paysage. Dans les grandes villes russes, les scientifiques observent des comportements de chiens qui ont tendance à les ramener à leurs origines sauvages. Comment ces chiens errants s'adaptent-ils au monde urbain ? Les chiens errants sont confrontés à un choix. Décrypter les codes du monde des humains pour en tirer parti et vivre à leur contact, ou vivre en retrait, en marge des hommes. Moscou offre d'immenses zones abandonnées ou industrielles, non habitées, qui permettent à ces chiens de trouver des abris et d'y vivre sans être dérangés. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus le contact avec les humains diminue et plus l'agressivité des chiens augmente. Aux confins de l'immense banlieue de Moscou, ces chiens peuvent-ils s'hybrider avec des loups ? Ce phénomène pourrait-il conduire à l'émergence d'une nouvelle espèce ? Les chiens dont je te parlais sont ici, rue Rabionava. À l'époque soviétique, les chiens errants étaient capturés et aussitôt euthanasiés. Mais avec l'effondrement de l'URSS, leur population a explosé. En 1996 et 2000, Alexei et Yulia ont participé à des campagnes de comptage. Il y avait environ 35 000 chiens errants uniquement à Moscou. Depuis, la situation a bien changé. Les autorités de la ville ont lancé des campagnes de stérilisation et d'accueil dans des chenils. De plus, des militants de mouvements de chasseurs de chiens, appelés Dog Hunters, ont entrepris d'exterminer tout animal errant. Il reste malgré tout encore beaucoup de chiens, surtout loin du centre. Le biologiste Andrei Poyarkov, professeur d'Alexei et Yulia, les a étudiés pendant plus de 30 ans. Il les a classés en plusieurs catégories, allant des plus intégrés aux humains aux plus sauvages. Alors voilà, ça doit être quelque part ici, dans la rue Yakornaya, la voilà. Alexei et Yulia se répartissent les lieux d'observation des jours à venir. Ils souhaitent étudier les différentes stratégies de comportement des chiens selon les catégories. Grâce à des colliers GPS, ils espèrent suivre et analyser leurs déplacements. Et voici les trackers GPS qu'on va essayer de leur mettre. Il faut ajuster la taille des colliers selon les chiens. Bien sûr, il faudra les récupérer. Et surtout, ne te fais pas mordre. Hein ? D'accord.
Même s'il reste des chiens errants, Moscou est gigantesque et les trouver n'est pas si simple. Yulia part en repérage dans un hôpital en construction abandonné, tandis qu'Alexei rejoint une station de métro au nord de la ville où plusieurs étudiants lui ont signalé un groupe de chiens. Cet immense hôpital, à peine à l'écart du centre-ville de Moscou, n'a jamais été terminé et il est abandonné depuis des années. C'est un abri idéal pour des chiens errants. Hélas, pas de chiens visibles. Dans l'enceinte de l'hôpital abandonné à Kovrino, il y a des empreintes de 2 chiens qui datent de cette nuit. Les premières sont plus grandes, les deuxièmes plus petites, à peu près de la taille de celle d'un renard. D'après les traces, les chiens sillonnent ce territoire. Ils sont entrés plusieurs fois dans le bâtiment. S'ils ont l'apparence de chiens de compagnie, les chiens errants ne le sont pas. Ils sont errants de génération en génération. Très rares sont les chiens de compagnie abandonnés qui entrent dans ces groupes et qui survivent plus de quelques mois. Dans le processus de l'évolution, les chiens errants occupent une place intermédiaire entre le loup et le chien de compagnie. En fait, les catégories de chiens se définissent par les moyens d'obtenir de la nourriture. Ici, les chiens en pratiquent 2. Ils sont à la fois collecteurs et mendiants actifs. C'est pas bon pour les chiens d'utiliser un seul moyen de trouver de la nourriture. Quand ils le peuvent, ils profitent des 2, selon la situation et le moment. Ces chiens sont à la fois mendiants et collecteurs de déchets alimentaires. Ce sont eux qui se sont le plus adaptés au monde des humains. Ils utilisent toutes les opportunités. On les voit souvent proches des entrées de métro, parfois même dans les couloirs souterrains. Ils ont appris à mendier leur nourriture et adoptent un comportement amical. En un coup d'œil, ils sont capables de détecter les humains susceptibles de leur donner à manger. Pour les chiens de cette catégorie, le rythme de vie ne dépend pas de leur horloge biologique, mais des horaires des humains. Les chiens dépendent donc du rythme que leur impose la ville, des moments où on leur donne à manger, des horaires de passage des gens, des restaurants et des cafés qui vident leurs poubelles. Les chiens connaissent parfaitement tous ces détails et ils les prennent en compte. Chaque matin, de façon rituelle, les chiens arrivent près de la station de métro, s'installent sur un terre-plein hors du passage des humains et observent la situation. Puis, ils partent faire le tour complet de leur territoire, évoluant avec prudence au milieu des voitures. Ils analysent les nouvelles odeurs déposées par les chiens domestiques du quartier comme s'ils allaient aux nouvelles. Ce type d'action permet de renforcer la cohésion du groupe. C'est aussi un marquage territorial, car ils préviennent ainsi tout autre animal qu'ils entendent avoir l'exclusivité de ce lieu. Puis ils reviennent à leur poste de nourrissage à la sortie du métro et attendent patiemment. Ils savent que des personnes viendront les nourrir.
qu'ils ont pris leur morceau de viande, ils vont s'installer sur le terre-plein en face, une partie de leur territoire où ils se sentent en sécurité. Ils savent qu'ils ne seront pas dérangés, car c'est un espace où les humains ne vont pas. Mais que se passe-t-il lorsque des humains pénètrent leur territoire, en particulier cette zone stratégique de la sortie du métro? Lorsqu'ils détectent des regards sur eux ou perçoivent un parcours dévié par leur présence, ils l'interprètent comme une agression et réagissent aussitôt. D'autant plus si la personne est effrayée et se met à reculer. Juste après cette mini-victoire, ils se congratulent. Le plus souvent, ces conflits ne se développent pas. Ils aboient et c'est tout. Parce qu'ici, ils se trouvent dans l'endroit où ils se nourrissent. Ils le savent très bien. Ils ne veulent donc pas aggraver les conflits et créer une atmosphère agressive qui risquerait de se retourner contre eux. En revanche, un humain qui traverse leur espace sans se préoccuper d'eux n'est pas perçu comme un agresseur. C'est un non-événement détecté en une fraction de seconde. Génération après génération, ces chiens sauvages se sont intelligemment adaptés aux habitants de la ville. Leur tolérance vis-à-vis des humains est beaucoup plus élevée qu'elle ne le serait en pleine nature. De la même façon, les humains tolèrent les chiens errants, d'autant plus que les moscovites adorent les chiens. Cette forte relation qu'ont les moscovites avec ces animaux est à l'origine d'une catégorie de chiens errants particulière. Alexei découvre 2 chiens qui vivent au pied de ces immeubles, selon un tout autre mode de vie. Les habitants du quartier leur ont construit un abri et se relaient pour leur donner à manger. Ces chiens ne sont donc pas du tout mendiants. Ils n'ont pas à chercher leur nourriture. Lui, c'est un très bon chien. C'est comme un chien de compagnie. Les gens d'un club de bergers allemands sont venus l'examiner et ils ont voulu l'adopter. Mais ils sont 2 et la femelle se sent très mal sans lui. Il lui manque beaucoup. Ils sont si proches l'un de l'autre, c'est une vraie famille, comme des conjoints chez les humains. S'ils n'étaient pas si proches, peut-être que je l'aurais laissé se faire adopter. Mais on a discuté et j'ai dit qu'il fallait le laisser. Bien sûr que la rue, ce n'est pas la même chose que la vie dans une maison, mais ils sont surveillés ici. Ils ne sont pas abandonnés. On en prend soin. Ces animaux vivent dans un certain confort de vie, sans le stress de la recherche de nourriture. Ils vont et viennent tranquillement dans leur quartier, le ventre plein. Cette catégorie de chiens errants reste malgré tout très présente à Moscou grâce à ces humains protecteurs. Et cela est dû à l'organisation même de la ville. Partout dans Moscou sont disséminés d'immenses garages de voitures, chantiers, usines, centrales électriques, avec autant de gardiens pour surveiller les lieux.
Derrière les apparences strictes des uniformes se cachent souvent des âmes sensibles et dévouées envers ces animaux. Ah, mes chéris, c'est Rosa. Je sais, c'est Rosa. Mais oui, toi aussi, tu es ma chérie. Vous êtes tous mes chéris. Les scientifiques classent ces chiens errants dans la catégorie des chiens de garde. Comment se comporte ce type de chien associé à un ou plusieurs humains? Sont-ils toujours errants? Restent-ils dans un périmètre restreint alors qu'ils sont libres d'aller et venir comme bon leur semble? Yulia va rencontrer Alexander, l'un des gardiens de ce parking qui a adopté cette meute de chiens. Avec ses collègues, il se relaie pour s'en occuper. Elle espère avoir l'occasion de mettre un collier GPS à l'un des chiens pour en savoir davantage sur leurs déplacements. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des chiens par ici? Des chiens errants? Non, ceux qui sont ici sont les nôtres. Ce sont nos chiens à nous. On les nourrit. Ils sont tous à vous? Oui, tous. Je viens chaque jour. Je leur donne à manger, à boire, et la même chose le soir quand je pars. Ils ont de la nourriture. À tous, on donne à manger. Il n'y a pas de chiens errants ici. Ok, ce sont les vôtres en fait. Oui, ils ont leur abri là. Ils habitent ici. On leur donne aussi des couvertures. Dites-moi, avez-vous un préféré parmi tous ces chiens? Oui, Mishka. Est-ce que je peux vous demander de lui mettre ce collier GPS pour qu'on puisse le suivre sur l'ordinateur et voir où il va? Oui, bien sûr. Sur l'ordinateur, on pourra voir exactement ce qu'il fait. D'accord. Où es-tu, mon chéri? Salut. Elle, c'est Cholia. Ah, mon garçon. Attends. On met ça, ok? Voilà, mon chéri. On met ça, Mishka. Et voilà, mon garçon. Mon mignon. Dors. C'est tout, Cholia. C'est tout. Dites-moi, est-ce qu'il leur arrive de quitter cet endroit? Seulement s'ils vont sur le chantier à côté, ils suivent les ouvriers qui vont au travail et ils reviennent. Mais tout seuls, ils ne se promènent pas. Tout seuls, ils ne vont pas ailleurs. Non, 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 non. Vraiment? Ils vont jusqu'à la cabine du gardien, là-bas. Ah, je vois. C'est tout. Et ils ne se baladent pas tout seuls. Si ces chiens ne quittent effectivement jamais ce parking, cela confirmerait leur changement de statut. Ils étaient errants et sont devenus sédentaires en étant adoptés. Un contrat tacite semble avoir été passé entre les animaux et les humains. En échange du gardiennage du parking, ils sont nourris, logés, mais aussi choyés. Ils manifestent des liens d'affection très comparables à ceux des chiens de compagnie. Le sont-ils pour autant? Ils restent néanmoins libres de leurs mouvements. Sont-ils des gardiens qui n'abandonnent jamais leur poste comme le prétend Alexander? Alexei rend visite à Simbad, lui aussi gardien de garage, situé dans une autre partie de la ville. Simbad a également adopté des chiens errants. Le scientifique souhaite comparer leur comportement avec ceux des chiens d'Alexander. Ce conflit de frontières avec les chiens d'en haut est très intéressant, parce qu'ici la frontière est clairement déterminée.
Chaque groupe de chiens défend avec vigueur son territoire. Et en même temps, il ne s'agit pas d'un conflit direct, d'une vraie lutte. C'est une sorte de message énergique entre voisins qui signifie « Voilà, nous sommes ici à la frontière et il n'est pas question de la traverser ». Ce n'est donc pas un conflit direct, un vrai combat. Mais en défendant leur territoire, les chiens des deux camps s'offrent tous une sorte de victoire et renforcent leur statut de domination. Ce comportement est très similaire à celui des loups dans la nature, mais observable ici dans une grande ville comme Moscou. Aucun des chiens ne se sent vraiment menacé. Tous sont en pleine confiance, certains qu'ils ne se feront pas réellement attaquer. Ce comportement pseudo-agressif, avant tout théâtral, permet d'éviter les conflits. La paix règne puisque chaque clan reste sur son territoire. Si les chiens du bas sont du même type que ceux d'Alexander, des chiens de gardien associés à un ou plusieurs humains, les chiens du haut sont d'un tout autre type. Je vais essayer de trouver les chiens du haut. C'est par là qu'ils passent pour aller sur les toits des garages. Ils doivent être ici quelque part. Ces chiens définis comme sauvages ne vivent pas du tout au contact des humains, mais les perçoivent comme une menace. Comme les loups, ils restent à l'écart et sont plus difficiles à localiser. Les voilà, j'ai repéré nos deux chiens. Ils sont vraiment grands, ils habitent ici, c'est sûr, dans cette forêt, juste à côté des garages. Ils patrouillent régulièrement cette zone qui constitue leur frontière. Et ça agace fortement les chiens du parking. C'est la structure même de Moscou qui permet à ces chiens sauvages d'exister au cœur de la ville. Partout sont disséminés de grands espaces forestiers qui sont autant de refuges possibles pour ces animaux. Ce sont principalement ces chiens qui sont responsables des attaques sur les humains. Ils peuvent devenir très agressifs lorsqu'on pénètre leur territoire. Ces différentes catégories de chiens se rencontrent-elles? Simbad, le gardien de ce parking, pense-t-il comme Alexander que ces chiens ne quittent jamais l'enceinte du parking sans lui? Simbad, j'ai un service à vous demander. Pouvez-vous mettre ce collier pour que l'on puisse savoir où le chien se déplace? Ok, Malish, n'aie pas peur, mon petit. Tu es un bon chien, toi, hein? Tu sais ce que tu veux. Est-ce qu'il se balade autour des poubelles ou il reste toujours ici? Non, il ne quitte pas le parking. Ce chien, c'est vraiment un bon chien. Oui, je le vois bien. Il a un bon contact. Il est intelligent. Tu sais, si je bouge, il est toujours avec moi, juste devant. S'il voit que je m'éloigne, il revient vite. Ouais, il ne quitte pas l'enceinte du parking. S'il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas, tout de suite il va voir et il aboie. Il garde l'enceinte. C'est mieux qu'une caméra. C'est son territoire, quoi.
Yulia et Alexei disposent maintenant de 8 jours d'enregistrement des positions GPS. Ils vont savoir si ces chiens sont toujours errants ou s'ils sont devenus sédentaires. Ils commencent par analyser les déplacements de Malish, le chien de Simbad. Le suivi GPS du chien Malish confirme bien que la majeure partie de la journée, il reste effectivement dans son territoire. Toutes ces sorties sont pour la plupart liées au mouvement de Simbad, le gardien qui l'a pris en charge. Là, ce sont les sorties correspondant à la voiture de Simbad. Il court derrière jusqu'à un magasin et il revient. Mais je constate qu'il y a malgré tout des sorties hors du territoire, dans la forêt derrière. Il n'y en a pas beaucoup et ça se passe la nuit, apparemment, quand son maître est endormi. La plupart du temps, le chien l'accompagne pendant ses tournées dans le parking et se trouve à côté de lui. Et là, tu vois, il va quand même dans la forêt. Il passe par là, sur le côté. Et pourtant, il n'aime pas les chiens qui s'y trouvent. Les chiens de l'autre côté, ce sont les chiens sauvages de la forêt juste derrière. Les relations conflictuelles de jour avec eux ne le sont sans doute pas la nuit, puisque ce chien pénètre régulièrement sur leur territoire et ne s'en porte pas plus mal. Mais il le fait à l'insu de son maître. Même s'il est étroitement lié à un humain, il conserve la nuit une vie sociale comparable à celle des animaux en liberté. Il reste errant, mais seulement la nuit, et sait être fidèle à son gardien le jour. En est-il de même pour Mishka, le chien d'Alexander? Pour lui, la situation est différente, car Alexei et Yulia ont appris que l'un des chiens de ce groupe s'était fait tuer par balle il y a quelques semaines. Ce genre d'incident arrive régulièrement dans Moscou. D'ailleurs, un impact de balle est toujours visible entre les yeux de l'un des chiens. Il est évident qu'ils sont devenus moins mobiles et plus sédentaires. On peut probablement l'expliquer par des coups de feu. Mais ils traversent tout de même le chemin de fer, on dirait. Tu crois qu'ils le traversent? Oui, on voit qu'ils vont de l'autre côté. Bien que l'un d'entre eux ait été tué, ils continuent quand même à explorer autour. Mais ils adaptent leur territoire en tenant compte des nouvelles réalités. Tous ces points, ça correspond au garage. Alexander dit qu'ils ne sortent pas du parking. En effet, on voit qu'ils sortent assez rarement, sauf ici. Mais ils accompagnent les ouvriers au chantier, et c'est ce qu'il nous a dit. Oui, effectivement, ils les accompagnent. Autrement dit, ils ne sortent du territoire qu'avec les humains. Et là, il y a 3 sorties, indépendantes apparemment. C'était à quelle heure? 11 heures du matin. Alors sans doute qu'un ouvrier est allé dans un magasin ou un restaurant. Ah oui, parce que c'était l'heure du déjeuner, ou juste avant. Ces chiens ont compris que leur zone de sécurité était restreinte au parking et ses proches alentours. Ils ne s'éloignent jamais au-delà de quelques dizaines de mètres. Ces animaux se sont adaptés aux dangers en rétrécissant leur territoire, ce qui reste tout à fait viable pour eux, car ils n'ont pas à chercher leur nourriture. Mais c'est au détriment de leur vie sociale, qui se limite quasiment à leur propre groupe. Si cette catégorie de chiens errants associés à des humains bénéficie d'une relative sécurité à l'intérieur de son territoire, il n'en est pas de même pour ceux qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ont-ils une stratégie pour prévenir le danger? Ce sont des animaux sauvages, et une hiérarchie très précise existe au sein de leur groupe, exactement comme chez les loups, mais avec une différence.
les membres d'une meute de loups sont parents. Ici, les chiens sont issus de races différentes et ne se ressemblent pas. Chaque individu, pour intégrer le groupe, a dû faire allégeance au dominant. Et dans ce groupe, il y a bien un dominant. C'est lui. C'est toujours lui qui autorise les déplacements du groupe. De subtils comportements montrent la hiérarchie de la bande. Lui, c'est l'éclaireur. Lorsqu'il propose un déplacement, il se retourne. Tous attendent la validation du dominant et le groupe démarre. C'est ce même comportement qu'on appelle recrutement chez les loups. Chaque individu a un rang dans le groupe. Cette femelle noire avec sa queue en l'air montre son assurance. Le chien couleur fauve, plus bas dans la hiérarchie du groupe, baisse sa queue en s'approchant et montre ainsi sa soumission. Dans chaque échange, il garde sa queue baissée. Même dans le jeu, c'est la femelle qui domine. Lors du nourrissage, le chien fauve attend sagement son tour. C'est cette hiérarchie qui permet la vigilance permanente du groupe et donc sa sécurité. Même quand ils se reposent, ils contrôlent toujours la situation, tout ce qui se passe autour d'eux. Et si quelqu'un apparaît, qui s'avère intéressant ou au contraire représenter un danger, n'importe quelle situation, alors ils vont réagir immédiatement. Ils ne perdent jamais le contrôle, même pas une seconde. Logiquement, ce groupe de chiens doit disposer d'un lieu à l'écart pour se reposer et relâcher cette tension. Les données GPS collectées pendant une semaine indiquent de nombreuses allées et venues entre la station de métro et une zone à quelques centaines de mètres plus au nord. D'après Alexei, il pourrait s'agir de leur abri. Je vais essayer de les suivre pour trouver leur cachette. Ici, c'est leur endroit secret. Il est éloigné de celui où ils se nourrissent. La fonction principale de cet endroit est de permettre le repos en toute sécurité, en se cachant, pour éviter toute attention, car les sources de la nourriture peuvent attirer d'autres chiens mendiants. Ici, les chiens préfèrent être entre eux, uniquement, sans autres chiens, ni humains. Et ce territoire est bien protégé. Dans la nature, les prédateurs ont exactement le même comportement. Leur refuge est toujours éloigné de leur zone de nourrissage. Malgré la domestication des loups commencée il y a plus de 30 000 ans, ces chiens ont conservé intact ce comportement. Les très nombreuses zones en friche ou abandonnées de la ville offrent aux chiens des abris où ils peuvent enfin baisser la garde face aux dangers de la vie urbaine, des autres meutes, des humains mal intentionnés, du froid intense. Moscou présente une autre particularité.
Cette ville possède un gigantesque réseau de voies ferrées qui quadrillent les banlieues et qui relie entre elles les zones de friches et les forêts comme celles qui côtoient les garages de Simbad. Ils ont un endroit là-bas. Allons voir. Tiens, juste en bas. Regarde, ils sont là. Ici, tous les chiens vivent près de cette voie ferrée. Elle leur sert aussi de frontière. Leur comportement le montre bien. C'est dans ces grands espaces que l'on trouve la catégorie des chiens que les scientifiques qualifient de collecteurs sauvages. Dans ces zones très peu habitées, les possibilités de mendier sont très faibles. Les chiens ne peuvent se nourrir que de ce qu'ils trouvent. Car même s'ils sont sauvages, ils restent incapables de se nourrir en chassant par eux-mêmes. Ils sont entièrement dépendants des restes abandonnés par les humains. Les scientifiques estiment que la domestication du loup en chien a rendu leurs descendants dépendants des humains. Là, regarde, on voit toutes leurs traces. On voit bien qu'ils passent ici régulièrement. Là-dedans, ça a l'air très commode pour eux. Oui, elle est peut-être très longue, cette canalisation, de chaque côté. Ce n'est sûrement pas infini, mais oui, ça a l'air d'être long. Je ne pense pas que quelqu'un vienne les empoisonner ici. Ils ne dérangent personne. Oui, tu as raison. Ou alors des psychopathes. Aucun dog hunter ne peut les attraper là-dedans. Et les chiens peuvent toujours emprunter une autre sortie. Alexei retourne seul dans une zone très excentrée de Moscou, dans laquelle il avait dénombré près de 200 chiens errants, lors du comptage réalisé en 2000.
On entre maintenant sur un territoire sauvage et potentiellement dangereux, où vivent de nombreux chiens. Tous ne sont pas amicaux en comparaison avec ceux du centre-ville. Quand on approche, les chiens nous mettent en garde en commençant par aboyer. Ils nous préviennent et on doit comprendre que l'on est sur le seuil de leur territoire. Ces chiens sauvages sont très méfiants envers les humains. Si l'on s'en approche trop brutalement et qu'ils se sentent menacés, ils n'hésitent pas à attaquer tous ensemble. Dans la grande banlieue de Moscou, de très nombreuses usines alimentaires sont disséminées le long des voies ferrées. Les chiens s'installent souvent aux abords et survivent grâce aux déchets de ces usines. Aujourd'hui, il fait très froid avec cette pluie glaciale. Mais malgré tout, les chiens se déplacent beaucoup, cherchent de la nourriture et un abri. Chaque groupe a son propre planning de déplacement. Des trajets réguliers et quotidiens liés aux horaires des restaurants, à ceux des entreprises aux alentours et à l'enlèvement des ordures. Malgré l'hiver, ils ne cessent pas non plus de contrôler leur territoire et restent toujours à l'affût d'informations. Dans ces zones industrielles peu habitées, la diversité des chiens diminue, car il n'y a que rarement des croisements avec des chiens de compagnie abandonnés. Les scientifiques ont constaté que cette catégorie de chiens errants avait tendance à perdre certaines caractéristiques des chiens domestiques, comme les fourrures tachetées, le fait de remuer la queue, la gentillesse. Autant de caractéristiques connues pour séparer les chiens des loups. Ils observent également une homogénéisation de l'aspect des chiens errants. Une taille importante, une épaisse fourrure, des têtes anguleuses de type loup, des yeux en amande et des oreilles dressées. La plupart des chiots ne parviennent pas à l'âge adulte. La redoutable sélection naturelle est à l'œuvre. Qui sont les géniteurs et les ascendants de ces chiots? Parmi ces chiens qui montrent des caractéristiques proches de celles des loups, est-il possible qu'il y ait des animaux hybrides? Dans quelles circonstances des chiens sont-ils susceptibles de rencontrer des loups? Alexei part à la rencontre de Vladimir Bologov, biologiste spécialiste du comportement des loups. C'est pas facile de te trouver avec toute cette neige. Salut. Salut, ça va? Ça va bien. Très content de te voir. Du thé? Oui, avec plaisir. Il faut séparer les cas d'apparition artificielle des hybrides, lorsque l'homme veut obtenir une nouvelle espèce de chien, et l'apparition naturelle. Dans la nature, ce genre d'hybride est assez rare.
et n'influencent que très peu la situation. Les hybrides apparaissent uniquement lorsque les loups ont quasiment disparu. Tu veux dire que ce phénomène est réel et peut survenir dans les endroits où le nombre de loups est très faible? Oui, absolument. Plus le nombre de loups diminue, et plus il y a de chiens actifs dans les forêts, plus il y a de chances de voir apparaître des animaux hybrides. Depuis plus de 30 ans, Vladimir Bologov récupère les louveteaux qu'on lui apporte et dont les parents ont été tués. Il les nourrit jusqu'à l'âge adulte dans un immense enclos très à l'écart des humains, puis les réintroduit dans les zones où ils ont été exterminés. On va voir comment ça se passe. Je vais entrer et peut-être qu'ils vont venir à ta rencontre. Ou alors ils vont se cacher. Ça dépend s'ils dorment ou pas. Ils sont imprévisibles. Ils sont ici quelque part. On va attendre. Ils devraient venir. D'habitude, ils s'approchent facilement. Mais quand il y a de nouvelles personnes, ils sont plus prudents. À cause de la pression humaine, de la fragmentation de leur habitat et de la chasse, il ne reste qu'une faible population de loups en Russie, alors qu'il existe un très grand nombre de chiens, ce qui augmente les chances d'hybridation. Vladimir Bologov a dénombré jusqu'à 5000 chiens vivant sur un territoire équivalent à celui d'une seule meute de loups. Ce sont toujours les chiens mâles qui se reproduisent avec des louves, car ils cherchent des femelles en dehors de leur territoire, alors que les femelles chiens ou loups ne le quittent pas. Mais lorsqu'une louve se reproduit avec un chien, ces petits se développent en forêt, à l'écart des humains, et sont donc invisibles. Vladimir Bologov a eu l'occasion d'en observer quelques-uns. Quand on observe un hybride d'un chien et d'un loup, on remarque un comportement intermédiaire. Ce n'est déjà plus un chien, mais ce n'est pas encore un loup. Et du coup, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, parce qu'ils ne sont plus très proches des hommes, mais en même temps, pas autant éloignés que peuvent l'être les loups. Exactement. Les hybrides perdent la proximité avec les hommes, mais ils bénéficient de la puissance du loup, de ses dimensions, de sa voracité. Et avec tout ça, ils ont un esprit de chien. Et de plus, ils perdent la notion de peur de l'homme. Or, on sait bien que plus on communique avec un loup, plus on anéantit ce comportement chez lui, qu'il a de façon innée. Ce n'est bien sûr pas le cas du chien, qui lui a tendance à être insolent. Ouais. Et on a observé chez ces hybrides des comportements agressifs, comme des manifestations de colère, ou le désir de provoquer ou bousculer quelqu'un. En dehors même du comportement des hommes, le loup a de toute façon un désir permanent d'échapper aux hommes, s'il en a la possibilité, tandis que le chien ne l'a pas. Ça va très vite. Il n'y a pas besoin de longues années pour remplacer le loup par le chien. C'est très simple. Tu élimines les loups et tu as immédiatement des chiens qui arrivent, car eux n'ont pas de limite dans leur déplacement. Il est évident que l'hybridation est possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'après une baisse brusque du nombre de loups, la régénération des loups s'effectue de toute évidence, mais avec une participation des chiens. Et quand un chien revient de la forêt, personne ne peut dire s'il est devenu géniteur de louveteaux. Personne ne sait ce qui s'est passé dans les bois. Les chiens et les loups possèdent les mêmes types de génomes et peuvent donc avoir une descendance fertile. Mais les scientifiques ont montré que l'hybridation conduit à la perte de caractère d'adaptation indispensable à la vie dans le milieu sauvage et de fait à la disparition des hybrides.
les chiens errants ne constituent pas une nouvelle espèce, pas plus que les quelques hybrides qui peuvent apparaître au cœur des forêts. Ils n'en sont pas moins une catégorie à part. Ces animaux ont conservé la plupart des comportements de leurs ancêtres les loups, ce qui leur permet de survivre. Mais ils en ont malgré tout perdu un, l'instinct de prédation, ce qui les rend totalement dépendants des humains. Ces animaux ont un avenir bien incertain. Ils sont les parias de la société des hommes.